Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes député des Yvelines. Vous avez soutenu Jean-François Copé pendant cette campagne à l'UMP. Vous êtes évidemment ancien conseiller spécial de l'Élysée. Vous avez écrit Le jour et la nuit, ce livre sur votre expérience auprès de Nicolas Sarkozy et la vie à l'Élysée. Ça y est, c'est fini la bataille? C'est le grand jour ce soir? J'espère. Le grand soir peut-être. Le grand soir. Voilà. Non, franchement, je n'en sais rien à cette heure-ci. Ils sont en train de discuter. Nous verrons demain. Simplement, il ne faut pas que ça soit non plus une sortie de crise par des arrangements entre amis ou ennemis. Voilà, la façon dont les choses vont se passer concerne tout le monde. Donc, j'espère que tout le monde aura voix au chapitre. Donc que vous, y compris, qui étiez candidat et qui avez dû renoncer, qui avez dû J'ai renoncé parce que le système de parrainage était insurmontable. C'était un système tellement verrouillé qu'il n'y a eu que 2 candidats, je l'avais dit à l'époque, autorisés à se présenter, ce qui mettait la démocratie, comme je l'avais dit, de l'UMP quelque part entre celle de la Corée du Nord et celle de Cuba. Voilà. Alors quel message vous envoyez ce soir en disant bon, il faudra beaucoup moins de parrainage, il faudra... Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit très ouverte. Alors après, est-ce qu'il en faut très peu ou est-ce qu'il n'en faut pas du tout? Je pense que la question se pose. Après tout, que chacun puisse se présenter. Oui, je pense que ça ne serait pas déraisonnable. Enfin, ça se discute. En tout cas, il ne faut pas que ce soit un obstacle. Il faut qu'il y ait au minimum 5 ou 6 candidats, voilà, pour que les choses se passent normalement. Et puis après, il y a un deuxième tour. Au deuxième tour, entre les 2 tours, les gens font des alliances. Et ça aurait, vous savez, s'il y avait eu 4 ou 5 candidats ou 6, les élections se seraient déroulées très différemment. On n'aurait pas assisté à cette espèce de confrontation absurde entre 2 caractères, 2 tempéraments, 2 ambitions. On aurait peut-être assisté à un débat d'idées. On avait quand même inventé quelque chose d'extraordinaire, mais ça date du temps où les statuts de l'UMP ont été rédigés, il y a une dizaine d'années. C'est quand même la première élection où d'abord on n'a que 2 candidats autorisés à se présenter pour une élection à 2 tours, et puis deuxièmement où on a 2 urnes, une pour les idées et une pour les bons hommes. Voilà, on choisit les hommes d'un côté puis les idées de l'autre. Non, tout ça est absurde. En l'occurrence... Une fois que... Il ne faut pas aussi qu'il y ait des trios, par exemple. On élit 3 personnes, du coup, personne ne peut négocier, ne peut panacher, Non, on élit un président pour présider, et ça doit être le plus ouvert possible. Juste un mot, donc c'était pas un combat d'idées entre Jean-François Copé et François Fillon pour vous? Non, pour moi, ça ne... Une lutte d'ego, une lutte de personnalité. Oui, ça a été une confrontation de 2 personnes, 2 personnalités, 2 caractères, de 2 ambitions aussi. Mais c'était pas un débat d'idées. Il y a beaucoup de débats d'idées qui traversent l'UMP, beaucoup de sensibilités, beaucoup de familles politiques très différentes. Il y a des démocrates chrétiens, il y a des gaullistes, il y a des libéraux, il y a des gens qui ont des divergences sur l'État, sur la République. Elles peuvent continuer de cohabiter après cette expérience d'un mois. Est-ce que ça n'a pas démontré qu'il y avait quand même aussi une difficulté à cohabiter? Mais cet affrontement et ces 2 camps, les 2 groupes par exemple qui se sont formés, ne se sont pas formés sur des fondements idéologiques. Les groupes parlementaires. De chaque côté, il y a des gens qui pensent très différemment. Mais il y a pas, ça n'épouse aucune des querelles idéologiques qui peuvent traverser l'UMP, qui sont d'ailleurs parfaitement naturelles. Vous êtes pour la dissolution de ce groupe? Je ne comprends même pas comment on a pu oser créer un groupe dissident. Le groupe parlementaire n'a rien à voir avec les affrontements ou les déchirements du parti. Les députés, ils sont élus par les citoyens, ils ne sont pas élus par les adhérents, et ils ont des comptes à rendre et des responsabilités vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des électeurs, vis-à-vis de la République. C'est une institution, le Parlement. Ça n'avait rien à faire. Je l'ai dit d'ailleurs et je le répète, c'était une faute morale. A priori, cette élection, elle pourrait avoir lieu en septembre 2013. Ce serait l'arrangement, en tout cas l'accord intervenu qui pourrait être intervenu dans la soirée. Vous serez candidat? Je n'en sais rien encore, mais... Ça vous tente? Ça vous tenterait? Non, ça dépendra des conditions. Voilà. S'il s'agit de participer à un débat d'idées, alors j'y participerai probablement. S'il ne s'agit pas de participer à un débat d'idées, je n'ai rien à faire là-dedans. Moi, je n'ai pas fait de la politique pour me retrouver dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Mais septembre, c'est quand même... Je vais faire un peu d'ironie, c'est quand même étrange, le mois de septembre. Si j'ai bien lu la presse, ça voudrait dire qu'on clôt les candidatures le 14 juillet et qu'on vote en septembre. Donc, on va faire campagne... au mois d'août. Au mois d'août, voilà. C'est quand même... Ce sera encore une fois un peu extravagant, d'autant que évidemment, on n'aura pas l'accès aux fichiers avant le début de la campagne officielle, donc avant que les gens partent sur les plages. Ça peut changer. Oui, je ne sais pas ce qui va en sortir. Qu'on en sorte, mais quand même de la façon la moins ridicule possible, qu'on ne recommence pas ce qu'on vient de vivre depuis le lancement de cette élection. Voilà, apparemment, Jean-Pierre Raffarin a réussi là où Nicolas Sarkozy a échoué.
Oh, je ne crois pas qu'il faille regarder les choses de cette manière. Nicolas Sarkozy a sans doute dit à chacun des candidats ce qu'il en pensait. On n'a pas fait de déclaration publique non plus. Il fallait sans doute que les candidats prennent conscience, l'un et l'autre, que la situation actuelle était absolument intenable. Elle l'était moralement et politiquement. Est-ce qu'il faudra que le futur président ne soit pas candidat à la primaire de 2016 et à la présidentielle 2017? Écoutez, moi, je ne comprends pas ce genre de règles. Je pense que ça n'a rien à faire dans cette histoire. Les gens sont assez grands pour choisir le moment venu celui qui sera le meilleur candidat. Déjà, je ne suis pas un fanatique des primaires. Oui, c'est vrai que vous n'aimez pas ça. Non, mais j'aime pas ça parce que ça viole quand même beaucoup l'esprit de nos institutions, l'esprit de la Ve République. On n'est pas toujours obligé de ressembler en tout point au Parti socialiste. Mais s'il y en a, je pense là aussi, il faut que ça soit le plus ouvert possible. Je retiens que vous n'excluez pas d'être candidat, que tout dépendra des conditions. Je ne dis pas non plus que je suis candidat. Vous ne dites pas non plus que vous êtes candidat. Je suis un peu échaudé par ce qui vient de se passer, donc attendons de voir comment les choses se décantent. Mais vous soutiendrez Jean-François Copé, parce que lui, c'est sûr qu'il sera candidat. Écoutez, nous verrons. Voilà, j'ai fait des choix pour cette élection, je n'en regrette aucun. Maintenant, je souhaite qu'on en sorte, que la parole soit rendue aux militants et que ce groupe disparaisse le plus vite possible, parce que c'est une faute morale d'avoir deux groupes pour un seul parti. C'est quelque chose qu'on ne doit pas faire compte tenu des responsabilités, des devoirs qu'on a vis-à-vis des Français qui ont voté pour nous. Gérard Depardieu, il était au meeting de Nicolas Sarkozy, celui où vous avez pris la parole justement, je me souviens. Est-ce qu'il paye son engagement politique aujourd'hui ? Je ne sais pas du tout ce qu'il paye. Je constate qu'il a pris un certain nombre de décisions. Je ne peux pas moralement approuver ce départ. Je pense qu'il y a des gens qui doivent beaucoup à leur pays, qui en sont devenus un peu les porte-drapeaux, les emblèmes. Et que ce soit quelques grands chefs d'entreprise, quelques grands entrepreneurs, quelques grands artistes. Voilà, je crois que moralement, on se doit de servir son pays et d'y rester même quand ça demande des sacrifices importants. Maintenant, il faut aussi se demander pourquoi tant de Français, tant de talents, tant de gens qui ont réussi ont envie de partir. Tant que cela, vous êtes sûr ? Il y en a quand même, oui, de plus en plus, oui. Ouais. Donc, vous ne comprenez pas, Gérard Depardieu, vous ne l'excusez pas. Non, je ne l'approuve pas. Vous ne l'approuvez pas. Pas pareil. Après, je peux le comprendre. Je peux comprendre des raisons, mais je ne l'approuve pas. Je ne peux pas moralement approuver quelqu'un qui laisse tomber son pays. Voilà. Quelles qu'en soient les raisons, elles peuvent être très bonnes de son point de vue. Je ne peux pas moralement approuver ce choix, mais je peux en comprendre les raisons. Et lorsqu'il reproche au Premier ministre de l'avoir traité de minable, vous comprenez ? Écoutez, ça, je vais laisser M. Ayrault et M. Depardieu régler ensemble leurs différends. Moi, je n'aime pas l'insulte dans la vie publique. Je pense que ça n'apporte rien. Je pense que le rôle du chef du gouvernement, c'est pas de commenter l'actualité, c'est de faire une politique et de se demander quelles sont les conséquences de sa politique. C'est sa responsabilité. Et puis, quant à M. Depardieu, il est responsable de l'image qu'il donne de lui-même et des choix qu'il fait. Voilà. Mais je trouve que cette polémique est assez désagréable. François Hollande a dit, moi, plutôt que de blâmer tel ou tel, je veux saluer le mérite de ceux qui ont certes beaucoup, mais qui acceptent de payer leurs impôts en France, qui acceptent de produire. C'est bien, mais ça ne doit pas être une raison pour faire payer de façon toujours plus importante les gens qui réussissent. Il y a des limites à tout. Voilà, il y a des limites à tout. Et je pense que la politique du gouvernement aujourd'hui n'est ni sérieuse ni raisonnable dans ce domaine. C'est faire la guerre aux pauvres, c'est honteux. Faire la guerre aux riches est aussi bête. Voilà, et aussi désastreux. Je me souviens que Nicolas Sarkozy voulait faire aussi une sorte... Alors, il a déjà fait l'exit tax, et puis il voulait punir ceux qui payaient leurs impôts à l'étranger en faisant bien payer la différence avec les impôts français. Il ne voulait pas punir. Il voulait adopter, partiellement d'ailleurs, le principe américain selon lequel on paye ses impôts en fonction de sa nationalité. Donc le citoyen américain, pas le citoyen de la Corée du Nord, le citoyen américain, il paye les impôts dans le pays où il réside, et s'il a payé moins d'impôts qu'il n'en aurait payé aux États-Unis, il verse aux États-Unis la différence. Voilà. Donc il n'y a plus d'incitation, de motif à l'exil fiscal, sauf à abandonner la nationalité américaine. Vous trouvez que ça reste une bonne idée ? Je trouve que sur le principe, c'est une bonne idée. Alors après, il faut voir les modalités d'application. Ce qu'avait proposé Nicolas Sarkozy, c'était un peu une voie moyenne, qui consistait à ne pas taxer ceux qui partaient à l'étranger pour entreprendre.
ou pour travailler, ou pour étudier, mais ceux qui partaient uniquement pour essayer de mettre leurs rentes à l'abri. Voilà. Mais ce n'était pas une punition, c'était un principe, je trouve, tout à fait sain et tout à fait moral, consiste à lier un peu la nationalité au paiement de ses impôts. Encore une fois, c'est juste l'exemple américain qui n'est pas celui d'un pays collectiviste. Henri Guénaud, vous avez été très sévère avec François Hollande lorsqu'il s'est exprimé sur l'Algérie, qu'il a reconnu, au nom de la République, la sanglante répression des manifestations d'Algériens le 17 octobre 61. Vous avez dit que cette reconnaissance était une manière d'abîmer son pays, son image, son histoire. On ne rend pas service à la nation. François Hollande, il part pour l'Algérie, voyage d'État, moment important. Sur la manifestation en question, ce qui me gêne dans ce qu'a dit François Hollande, c'est pas qu'il raconte un point d'histoire, c'est qu'il en fasse une responsabilité de l'État français. Or, si mes informations sont exactes, d'abord, on n'a aucune preuve, aucune trace d'un ordre donné par les pouvoirs publics, par le président de la République, le Premier ministre et même le ministre de l'Intérieur. Il y a pu y avoir des fautes dans la gestion policière de cette manifestation. M. Papon n'était peut-être pas exempt de tout reproche. Simplement, il faut aussi se replacer dans le climat de l'époque. Il faut aussi se souvenir des provocations, des agitations, des meurtres, des tensions. Bon, je crois que ça ne sert à rien pour un président de la République de revisiter l'histoire de cette manière. Je pense que et l'Algérie va être un vrai sujet. S'il y va pour rapprocher les deux pays, pour améliorer les relations, c'est très bien, c'est ce qu'ils s'efforcent de faire tous les présidents de la République depuis l'indépendance de l'Algérie. S'il y va pour faire de la repentance, pour présenter des excuses unilatérales aux Algériens sur ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, alors il ne va pas honorer sa fonction. Parce que la fonction d'un président de la République française, c'est d'abord de renforcer la cohésion et l'unité de son pays. Les responsabilités qu'il a d'abord sont vis-à-vis de ses concitoyens. Or, cela ne fera... Vis-à-vis de l'histoire aussi. Vis-à-vis de ses concitoyens, d'abord. Vis-à-vis de l'histoire, c'est l'affaire des historiens. Alors, moi, qu'on crée une commission... Et vis-à-vis de la morale aussi. Mais quelle morale? Parce que de l'autre côté, excusez-moi, dans une guerre, il n'y a pas des crimes des deux côtés, il n'y a pas des souffrances des deux côtés. La souffrance d'une mère algérienne est-elle tellement différente de la souffrance d'une mère française, d'un rapatrié, d'une mère de harki? Bon, donc il y a des souffrances dans les guerres, il y a des souffrances terribles de part et d'autre, il y a des crimes qui sont commis, il y a des atrocités. C'est le propre de la guerre. Qu'on fasse une commission d'historiens mixtes qui regardent l'histoire et qui permettent à nos deux pays de la regarder en face, je trouve ça tout à fait légitime et même au fond assez utile et peut-être nécessaire. Mais si vous faites de la repentance, vous n'allez faire qu'une chose, c'est raviver des tensions, raviver des souffrances, raviver des haines. Vous allez diviser les Français et vous allez en plus opposer les Algériens aux Français. Donc, c'est quelque chose qu'un homme d'État, qu'un président de la République ne doit pas faire. Parce que son devoir, ça n'est pas d'opposer les gens, ça n'est pas de les diviser. Il se dit déterminé à ne pas se laisser enfermer dans une discussion sans fin sur le passé. C'est François Hollande qui l'annonce avant de partir. En revanche, on sent déjà en Algérie que certains poseront, je cite, la question mémorielle. Elle sera inévitable, disent certains des ministres, pas tous, hein. Certains des ministres du gouvernement algérien. C'est très simple. Il va y avoir une tension là-dessus, c'est sûr. Oui, mais elle existe souvent. Elle est souvent présente, cette tension, parce qu'il y a des gens qui, de part et d'autre, ont intérêt à attiser les tensions, à diviser et à opposer. Quand le président de la République, Nicolas Sarkozy, s'est rendu en visite d'État à Alger, le problème qui se posait à l'époque était de savoir si nous allions accepter comme préalable à la signature d'un accord d'amitié franco-algérien, un acte de repentance. Et le président Sarkozy a dit « Je ne signerai pas d'acte de repentance » parce que tout simplement après, il fallait rentrer et affronter le regard des mères qui ont perdu leurs enfants, de ceux qui ont tout perdu, des harkis, etc., de tous les gens qui ont énormément souffert dans ce moment tragique de notre histoire. Et il a dit, il y aura pas, dans ce cas, il n'y aura pas de traité d'amitié. On a vécu sans jusqu'à présent, on peut vivre encore. Bon, vous savez, moi je rappelle... Est-ce que vous avez le sentiment que François Hollande sera ferme là-dessus? Mais je n'en sais rien, moi. Il faut le lui demander, ou il faut demander à ceux qui le conseillent. Je n'en sais rien. Moi, je verrai ce qu'il dit. J'espère qu'il aura une meilleure attitude vis-à-vis de cette histoire-là qu'il n'en a eu vis-à-vis de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, je pense au Veldiv en particulier, ou vis-à-vis de la manifestation de Charonne, que j'ai trouvé parfois simpliste, caricaturale et souvent conduisant à un
grande confusion morale. Bon. Donc j'espère qu'il ne le fera pas sur ce sujet, parce que les souffrances sont encore à vif, parce que les souvenirs sont encore présents, parce que ceux qui ont vécu cette tragédie sont encore vivants pour beaucoup d'entre eux. Donc je crois que ça ne serait pas bien. Vous savez, quand le général de Gaulle, je répète souvent ça quand on parle de la repentance, a accueilli Adenauer, il lui a pas dit repentez-vous d'abord et revenez plus tard, et revenez ensuite. Il lui a dit la France et l'Allemagne, sans rien oublier du passé, ont décidé de regarder ensemble vers l'avenir. Eh bien, voilà ce que nous devons dire aux Algériens. Peut-être que ce sera une phrase qui sera prononcée. Voilà ce que nous devons dire aux Algériens. Et le passé, ne l'oublions pas. Faisons une commission d'historiens. Très bien, je suis tout à fait d'accord. Mais regardons ensemble vers l'avenir et ne divisons pas, n'opposons pas en ravivant des vieilles souffrances et des blessures très profondes. Merci Henri Guénaud, restez avec nous. Dans un instant, le journal de Rachid Embarki et puis notre face-à-face. Alain Madelin, Dominique Régnier. On va parler d'exil fiscal. À tout de suite.